Grâce à Internet, vous avez des restaurateurs, vous avez des particuliers qui ouvrent leurs portes spontanément, qui mettent à l'abri les gens. Et ces gens se mettent à communiquer et à témoigner de la solidarité exceptionnelle qui règne dans ces moments dramatiques. Oui, le numérique ne désincarne pas, bien au contraire, il rapproche. Bien au contraire, il est en capacité d'émettre ce qu'il y a de plus merveilleux finalement dans les relations humaines, une forme de solidarité. On serre les coudes et on fait comprendre que dans un pays en souffrance, en difficulté, face à une crise sociale, bien dans la crise la plus horrible que l'on peut connaître, celle du terrorisme, celle d'une tuerie, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux qui peut en surgir et tous les témoignages qui m'ont été adressés, les téléphones en direct, eh bien, montrent que c'est possible. Et ça, c'est le numérique et c'est la beauté du numérique. Et depuis ce matin, comme président de région, je me suis rendu compte que chacune de mes interventions, chacune de mes réunions, qui ont commencé tôt, bien tournait finalement autour de cette transformation profonde aujourd'hui de notre société, cet accompagnement que nous devons avoir en tant que politique de la vie quotidienne des gens. Ça concerne aujourd'hui la crise sociale, mais ça concerne l'éducation, ça concerne la formation, ça concerne finalement le quotidien des gens. J'ai commencé autour de mon équipe rapprochée qui travaille sur ce qu'on appelle le lycée 4.0. Nous sommes aujourd'hui la première région de France en termes d'équipement de nos lycéens et de cette transformation du livre papier vers le livre numérique. C'est pas facile tous les jours, c'est très compliqué. Il faut vaincre à la fois les résistances nationales en matière de gestion de données. Il faut convaincre les éditeurs bien de se lancer dans ce pari exceptionnel. Il faut rassurer les libraires de proximité en leur disant bien le livre et le livre papier aura toujours un rôle. Finalement, on crée du lien, une autre forme de lien, de la communication du quotidien. Puis j'ai continué avec une présentation à l'ensemble du groupe majoritaire de la région de ce qu'on appelle le livre blanc digital. C'est comment est-ce qu'on installe la politique digitale dans cette région, comment est-ce qu'on la fait nôtre, comment est-ce qu'on en est convaincu. Et j'ai eu des regards comme ça en face de moi. Parce que quand on commence à parler blockchain, quand on commence à parler très technique, et je leur ai dit, de toute manière, vous n'avez pas le choix. Je ne vous demande même pas de participer à cette aventure, c'est juste un ordre. Vous avez l'obligation aujourd'hui, comme élu régional, de rentrer dans ce dossier, d'en assurer le suivi, d'en être les premiers ambassadeurs, parce que le numérique est partout. Quand on parle formation professionnelle, quand on parle mobilité, quand on parle développement durable, quand on parle finalement économie, innovation, nous devons comprendre aujourd'hui les grands enjeux de notre société. C'est de la communication à l'intérieur d'un groupe, c'est de la communication qui débute vers l'extérieur. Puis j'ai continué en recevant les bâtonniers de l'ensemble de la région qui sont inquiets par rapport à une loi qui est en train de transformer la justice en France. Leur sujet, ça a été aujourd'hui, est-ce que la justice va être désincarnée à travers Internet, à travers l'absence de juge dans la résolution d'un certain nombre de conflits, ou est-ce qu'au contraire, on invente un système ensemble, et ils sont déçus peut-être des réponses gouvernementales, des modalités de dialogue. On est encore sur des formes de communication qu'il faut rétablir. Et je suis devant vous, à présent, simplement pour vous dire qu'il n'y a pas une communication. Il y a la communication du quotidien. Celle qui fait que les uns et les autres, dans nos rôles, dans nos fonctions, dans nos engagements, nous avons aujourd'hui comme devoir, à travers les outils qui sont mis à notre disposition, de faire toujours mieux comprendre, de toujours mieux expliquer le quotidien finalement de nos concitoyens. Les souffrances de nos concitoyens sont réelles, certes, mais le rôle et la première communication du politique, c'est pas de céder forcément à la masse, c'est parfois au-delà de la masse, d'avoir un message de communication qui soit fort, qui soit clair, qui soit entendu, qui soit cohérent, qui soit aussi fier des valeurs que l'acteur politique porte, c'est de montrer le sens, la direction
de ne pas être dans la facilité, mais d'être toujours dans l'ouverture et la construction. Sachez simplement qu'en tant que président de région, c'est ce qui me guide, c'est ce qui guide ma majorité ici sur ce territoire, qui a besoin aussi de porter une ambition territoriale forte dans une concurrence à la fois nationale et européenne. Sachez qu'une chose, c'est que nous sommes persuadés d'un fait, ici dans le Grand Est, c'est que l'Europe s'invente chez nous et que nous avons aussi ce défi absolument fantastique et exceptionnel à relever. 4 pays nous bordent, bien nous avons dans ce cadre-là un véritable projet aussi à porter pour notre pays, une responsabilité. Il faut aussi toujours mieux le faire savoir. C'est pour ça que nous sommes engagés pour quelque chose que nous apprécions absolument, l'engagement quotidien, mais également un engagement stratégique, un engagement dans l'innovation, dans le monde économique et dans cette volonté aussi de toujours mieux faire comprendre notre position et notre rôle majeur. Merci beaucoup en tout cas. Merci Monsieur le Président. Je vais vous demander de rester avec nous et comme vous avez ouvert votre intervention avec bien sûr un hommage aux victimes du drame de Strasbourg et que nous avons beaucoup de lycéens dans la salle, je vous proposerai peut-être une minute de silence. Donc je vais vous demander de vous lever et donc à la mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles de ce drame de Strasbourg, donc une minute de silence. Merci. Thierry Jean, il ne faut pas se rasseoir. Le micro, représentant Dominique Gros, maire de Metz. Alors c'est vrai que le sujet de cet après-midi, outre le fait qu'il est dans le prolongement de celui de ce matin, il appelle des réflexions et je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Jean Rotner. Je suis complètement en phase avec lui lorsqu'il dit que cette évolution, elle est absolument inévitable, incontournable. Et donc, ma foi, il faut, à partir du moment où c'est incontournable, eh bien, il faut non pas subir, mais au contraire agir et mettre de l'intelligence dans tout ce qu'on fera et dans la mémoire de la manière dont on utilisera ces outils. C'est vrai que ces outils ne sont pas désincarnés. Dans ces outils, il y a ce qu'on y met. C'est vrai que, ayant pas mal d'amis à Strasbourg, j'ai vu les échanges sur est-ce que quelqu'un peut héberger telle ou telle personne parce qu'il est confiné dans le périmètre. Oui, mais c'est aussi sur les mêmes réseaux que des gens ont commencé à se demander si finalement c'était pas Macron qui avait organisé ça, parce que ça l'arrangeait bien qu'il y ait un attentat, ça permettrait d'interdire aux Gilets jaunes de manifester. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Président, c'est vrai que, sauf que c'est la nature humaine qui fournit le contenu, et que la nature humaine, on y est tous très attachés, mais on doit aussi convenir de ses limites. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le numérique, l'intelligence artificielle, son impact sur le monde de l'entreprise, je voudrais dire que beaucoup de choses sont déjà faites, même si on est qu'au début. C'est-à-dire que il faut présenter le numérique et l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises, ni comme quelque chose qui n'est pas fait, ni comme quelque chose qui est achevé. C'est quelque chose qui a démarré et qui est loin d'être achevé. Pourquoi ? Parce que, je ne sais plus qui disait ici même, je crois que c'était Drahi, ouais, c'était Patrick Drahi qui était là il y a quelques semaines, et qui disait on a énormément, sur les champs de l'intelligence artificielle, en France, nous avons énormément de retard. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a parcouru, les plus rapides ont parcouru moins d'1% du chemin. Donc le fait qu'on ait du retard sur le premier 1%, ça ne veut pas dire qu'on aura du retard à l'arrivée. Bon.
Néanmoins, il faut savoir effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de mutations qui ont déjà eu lieu, mais en même temps, on n'est qu'au début. Ça peut paraître extrêmement paradoxal, mais c'est sans doute là qu'est la clé. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, qui est au-delà d'une évolution technologique. Je crois plus que jamais un télescopage avec les générations. C'est-à-dire qu'il est indéniable que l'évolution est plus rapide au cours de ces 10 ou de ces 20 dernières années qu'elle ne l'a été au cours des siècles précédents. Et donc, du coup, on a souvent des débats sur la génération Y par rapport au Z, par rapport au X, par rapport aux baby boomers. Oui, mais en réalité, les principaux critères distinctifs, c'est le rapport au numérique. Effectivement, les jeunes ont un rapport plus facile au numérique que les vieux, mais c'est pas systématique, parce que il y a aussi des jeunes qui sont victimes de la fracture numérique. Et puis, bon, alors, tout dépend de ce qu'on appelle vieux, mais bon. On voit quand même monter l'âge moyen, hein, des gens qui se sont mis à Internet il y a 20 ans à 60 ans. Aujourd'hui, ils ont une parfaite maîtrise de tous ces outils et ils ont 80 ans. Par contre, il y a des gens qui ont 80 ans aujourd'hui qui ne se sont jamais mis. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut croiser et qui justifient cette réflexion, sachant qu'on y va, quoi qu'il arrive, il faut y aller. Et puis, je terminerai sur quelque chose que je disais récemment de quelqu'un qui a aussi parlé ici même, qui s'appelle Laurent Alexandre. Et Laurent Alexandre qui disait n'oubliez pas que l'intelligence artificielle est bête, parce qu'un bébé, avec quelques situations comparables, il se fait son idée et il apprend. Alors que l'intelligence artificielle, pour le même apprentissage, il lui faut des milliards de données. Voilà, donc croisons tout ça et puis, ma foi, réfléchissons ensemble. Et merci à tous d'être là. Une petite leçon d'humilité. Merci Thierry. Alors, Monsieur le Président va continuer ces 48 heures très denses telles qu'il nous les a décrites. Vous allez être amené à nous quitter dans quelques instants. Donc, je voulais simplement vous poser une petite question par rapport à ce monde de la communication qui évolue très vite et ne pas confondre communication et information. Les médias, effectivement, sont omniprésents sur un certain nombre d'événements, y compris les plus dramatiques. Comment le politique ressent l'évolution de la communication et comment il appréhende le monde de l'information? Voilà. Il y a des gens qui vont pouvoir parler de l'information beaucoup mieux que moi. Souvent, c'est vrai que comme politique, on donne le sentiment aux journalistes ou à la presse de confondre un peu ces deux points. On y est extrêmement sensible, en termes d'image, en termes de messages, de retranscription, de retransmission, des éléments qui nous paraissent importants, mais qui, à travers le prisme parfois de la presse, sont lus de manière complètement différente. Et Thierry l'a bien évoqué, aujourd'hui, il y a une rapidité la notion de fake news est quelque chose de complètement nouveau sur lequel il faut qu'on apprenne à réagir, à travailler et à répondre. Et donc on en vient peut-être, à défaut d'information, aussi à ce mot essentiel qui est la communication, la manière dont on informe. On a parfois trop tendance à en faire a posteriori, alors qu'il faut le faire de manière beaucoup plus en amont. C'est aujourd'hui la manière dont le politique s'adresse, construit un projet, en informe de son évolution. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le sens et la méthode que l'on donne parfois à la parole publique. Donc nous devons aujourd'hui de nous transformer, parce que les moyens d'information et de communication sont profondément différents. Il y a la force de l'image. On le voit, avant c'était le texte, c'était la profondeur du texte, des phrases courtes. Aujourd'hui, c'est la photo ou la vidéo qui change profondément notre manière de communiquer. C'est des choses auxquelles on doit s'adapter en temps réel. Et ça avance très vite, et nous devons être agiles. C'est aussi la transformation interne de nos propres collectivités qui est nécessaire et qui est indispensable, et qui fait que nous apprenons à communiquer de manière différente. Et comment vous résistez justement à ce phénomène? Parce qu'effectivement, l'important, c'est la décision.
Et la décision, aujourd'hui, ne va plus sans une bonne communication. Et parfois, la communication prend le pas sur la décision. Je crois que déjà, il faut se faire entourer. Il ne faut pas être seul dans ce domaine-là. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine de l'information et de la communication, qui sont à nos côtés, qui nous disent parfois « non, on n'y va pas, c'est dangereux ». Attends, respire, demain matin, la communication sera bien meilleure. Et puis, il y a des choses qui ne trompent pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la communication institutionnelle. Dans la communication institutionnelle, il y a, je crois, une proximité, en tout cas de l'élu, qui ne trompe pas. Moi, je gère directement mon compte Twitter. Quand quelqu'un le gère pour moi, quand quelqu'un communique pour moi sur mon compte, c'est pas la même chose. Je regarde Carlos, c'est pas la même chose. On réagit avec ses tripes, on réagit avec son propre sentiment. Bien sûr, parfois, devant l'actualité, on demande conseil, on dit je réagis pas, j'attends, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est pas les mêmes mots. Et sur les réseaux sociaux, il faut rester profondément soi-même. Il n'y a pas, c'est pas une boîte de communication, c'est pas non, c'est vraiment un lien personnel de l'élu avec l'extérieur, et je crois qu'il faut en tenir compte. Si on sort de cela, on n'est pas dans la vérité, on n'est pas tel que l'on est soi-même. Et je crois que la première communication aussi d'un homme ou d'une femme politique, c'est parfois de rester soi-même. Certains parlent de leur vie privée, d'autres moins. Certains le font sur le ton de l'humour, parfois sur le ton de la gravité. Mais c'est d'être aussi, non pas en réaction, mais là, dans l'action du moment. On l'a vu là avec les événements dramatiques de Strasbourg. Chacun a pu réagir avec sa pudeur, avec les témoignages qui étaient remontés, mais aussi avec la capacité d'avoir à un moment donné une influence. Nous sommes aussi influenceurs parfois dans un drame de ce type-là, en appelant au calme, à la retenue, à ne pas gêner le travail de la police. Il faut en tenir compte. On a un potentiel, effectivement, qui est réel, qui est là, qu'il ne faut pas non plus surévalué, mais qui est quand même lu de manière extrêmement régulière. Merci pour ces quelques confidences. Ce n'était pas du tout prévu, on a improvisé, on l'a fait en live. Voilà, un politique aussi, et je me tourne vers les jeunes. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui sait parler vrai, pas de langue de bois, en direct, en live, avec des mots qui percutent quand même. Merci à vous, Monsieur le Président, et bonne continuation pour cet après-midi. Alors, on va inviter les intervenants, Thierry, à cette table ronde. Non, bah, tu restes avec nous, bah, tu en fais partie, bien sûr. Et je vais demander tout de suite à Laura Tenucci, qui est journaliste, exploratrice du web. Vous la voyez souvent le matin sur France Télévisions. Depuis 18 ans. Dénicheuse de talent en matière de web et de start-up. Bah oui, et tout à l'heure, elle aura ma place, elle animera une table ronde sur la finance. Sur la finance et l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas vous interviewer. Vous me rassurez tout à l'heure. Non, c'est que vous qui avez le droit de m'interviewer. Sur la finance, il vaut mieux pas. Voilà, donc deuxième invité de cet après-midi, et je vous propose d'accueillir Lynn Tran, qui est directrice business de développement de Divacor. Alors Divacor, c'est une histoire extraordinaire, vous allez la redécouvrir tout à l'heure, une start-up messine qui est maintenant mondialement référencée grâce à une technologie très mobile en matière d'enceinte en particulier. Et aujourd'hui, c'est une petite révolution sur le marché parce que notre équipe Messine se frotte à Bose, se frotte aux plus grands du monde entier. Ils sont reconnus depuis maintenant 3 ans. Bravo, on peut applaudir cette initiative. Ça peut donner des idées pour les lycéens qui sont dans la salle. Merci. Je propose à Philippe Carly, président du groupe EBRA, de venir également nous rejoindre. C'est un groupe qui réunit dans la partie est de la France un certain nombre de quotidiens régionaux. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis Éric Trousset, qui est directeur du développement média de la Poste Solutions Business. Voilà, pour la première table ronde donc, de cette thématique que nous allons consacrer à la communication et au
marketing 360 degrés, c'est-à-dire une variété de supports. On va vraiment drainer très large. Alors, on va démarrer par le début. Finalement, la presse écrite est une réalité plus que jamais, mais la presse écrite, c'est une presse qui est en évolution. On ne parlera pas de révolution, mais en évolution, puisque le digital, aujourd'hui, bouscule un peu la tradition du print, Monsieur Carli. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Donc, je voudrais vous donner quelques éléments sur ce que vit aujourd'hui la presse, qui, de manière finalement assez surprenante, n'a jamais été aussi lue sous toutes ses formes et en même temps vit une situation difficile. Alors, pour vous donner en quelques mots, la presse d'information générale, c'est la première source d'information pour les lecteurs et les Français. On a environ 55 millions de Français qui lisent la presse tous les jours, de manière majoritaire sur Internet et plus particulièrement sur le mobile. C'est encore 2500 entreprises en France, mais qui sont détenus à grande majorité par une dizaine de groupes. Donc on voit bien qu'il y a une consolidation. Et en même temps, alors on a parlé d'évolution, je crois que c'est une vraie révolution. En fait, la difficulté de la presse, c'est les changements d'usage que l'on trouve un peu dans tous les métiers. Et finalement, il faut qu'on réinvente un métier qui, à l'origine, était industriel, qui était assez simple. On produisait de l'information, on allait investiguer. Et puis, on préparait le journal pour qu'il soit imprimé pendant la nuit et livré le matin à 7 heures. Et bien ça marche plus du tout. Aujourd'hui, on consomme de l'information tout au cours de la journée. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de la radio. Et en fait, un titre de presse aujourd'hui, avec ses rédactions qui sont puissantes, doit arriver à générer de l'information le matin à partir de 6 heures jusqu'à 23 heures, en répondant au mieux, que ce soit sur le fond ou sur la forme, aux différents usages de consommation de l'information. Donc on va se rapprocher de métiers un peu comme la radio, la télévision, avec une grille de programmes, et on va produire tout au cours de la journée, dans la forme la plus appropriée de consommation. Quand vous prenez le métro, quand vous êtes en voiture, ben évidemment, c'est un peu plus compliqué pour lire. Et donc, à ce moment-là, on va venir avec une matinale qui correspond aux premières informations dont vous avez besoin, soit de services, soit d'informations sur ce qui s'est passé les quelques heures depuis que vous êtes levé. C'est sous une forme adaptée. En voiture, ça sera plutôt un podcast. Si on est dans le métro, on a du temps, mais on n'a pas beaucoup de place. Donc, on va lire ça sur son mobile. Et puis, le cours de la journée va se dérouler. Et là, on va commencer à apporter de l'analyse. Et donc, vous voyez bien que la manière dont vous allez apporter cette information, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit sous une forme un peu plus animée, vidéo ou diaporama, il faut évidemment que nos rédactions changent leur manière de travailler. La conséquence étant évidemment une transformation radicale. Chaque journaliste aujourd'hui écrit, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, dans le contexte des fake news, des réseaux sociaux, finalement l'importance de la presse d'information, parce que au demeurant, je vous le rappelle, une des grandes différences, c'est que c'est un métier qui joue un rôle direct sur la démocratie, qui garantit la démocratie. Et donc, il est important qu'on donne les moyens à ces métiers pour continuer à faire leur travail de manière efficace. Dernier point, sur la transformation digitale, lorsque vous avez de cette information sous toutes ses formes, qu'elle soit, je l'ai dit tout à l'heure, sur Internet ou sur le papier, comment mettons cette information à disposition et comment offre-t-on une expérience aux utilisateurs qui soit suffisamment attractif pour que le client soit prêt à payer cette information. Donc il y a de plus en plus la technologie qui vient au cœur des rédactions. D'abord pour aller scruter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et l'intelligence artificielle est un moyen important de le faire.
mais aussi pour aller créer des expériences, comme la musique a su très bien le faire. Quand vous êtes sur Deezer, Spotify ou autre, en fait, on a changé complètement le mode de consommation. Et donc, il faut qu'on arrive à simplifier la vie et créer une expérience unique, de telle manière qu'on crée une dépendance pour laquelle on est prêt à payer. Donc, la difficulté par rapport à une start-up, c'est qu'évidemment, vous avez un historique. Et donc, vous ne pouvez pas tout simplement dire, voilà, je vais travailler complètement différemment, parce qu'entre-temps, vous avez un certain nombre de salariés. Dans le cas d'Ebra, comme on est le leader de la presse quotidienne régionale, on a encore 4000 salariés. Et dans ces salariés, vous pouvez imaginer la transformation qu'on est en train de vivre, comme c'est en même temps une vraie opportunité, mais souvent créatrice d'angoisse. Donc là aussi, on a un vrai challenge, c'est d'accompagner la transformation de nos titres, tout en continuant à assurer la qualité et surtout la fiabilité de nos informations. Beaucoup de similitudes avec la Poste, puisque, Monsieur Trousset, vous êtes à côté. On parlait du print avec le digital, on peut peut-être parler du courrier aujourd'hui avec le web. Vous également, vous avez dû enclencher une véritable révolution. Oui, bonjour. Oui, effectivement, la révolution, elle est en marche. Alors, il y a quand même une grosse différence par rapport au groupe Ebra, c'est que la Poste ne produit pas de contenu. On est finalement un véhicule entre des marques et des consommateurs, et notamment sur la partie média. Donc derrière, c'est de la publicité. La révolution, en fait, elle passe par la data. C'est bien là l'enjeu majeur, parce qu'aujourd'hui, on a tous les instruments de mesure qui prouvent que si on envoie le bon courrier papier à la bonne personne, avec la bonne offre, il y a un taux de lecture très élevé et il y a un véritable retour sur investissement pour les marques. Ça, c'est mesuré, c'est pas le sujet. En revanche, le sujet les plus en amont, c'est le ciblage. Il faut voir justement le ciblage d'une manière positive. Et je vais prendre justement en miroir ce qui se passe sur le digital. À force de bombarder les internautes, on est arrivé dans la plupart des grands pays à avoir un taux d'installation de l'adblock qui dépasse les 30%. En France, on est entre 35% et 36% selon les mesures. C'est colossal et ça s'est fait en moins de 5 ans. Donc ça prouve bien que la pression publicitaire, elle est un élément majeur de l'efficacité. Certains annonceurs nous disent mais le courrier, ça coûte cher. Mais je dirais tant mieux. Ça veut dire qu'il faut bien le travailler. Et donc, tout l'enjeu pour la Poste, c'est d'aider notre filière à travailler l'amont et la data. Je vais prendre un exemple qu'on a mené l'année dernière avec une start-up et une enseigne que vous connaissez tous, qui est Cyrillus. Cyrillus émet des catalogues print depuis longtemps. Ils ont à la fois des boutiques physiques et un site web marchand qui fonctionne très bien. Et donc, on leur a présenté une start-up qui permet de faire un travail d'intelligence sur la data digitale de manière à personnaliser le contenu du catalogue. Et en fait, il y a eu autant de versions de catalogues qu'il y avait de destinataires. Donc, c'est des dizaines de milliers de catalogues différents. Il y avait certes quelques parties communes, et puis, en fonction de votre passé et de votre relation avec la marque, vous aviez des mises en avant de produits qui n'étaient pas les mêmes qu'une autre cliente. Et là, on est vraiment dans une intelligence de la data, avec de l'intelligence artificielle derrière, mais sans dénaturer finalement le canal qui est le canal print. Laura, là on vient d'avoir 2 exemples. La télévision, c'est la réactivité, c'est le direct, et pourtant, la bonne vieille télévision est bousculée par le digital, par le numérique. Alors comment s'adapte une chaîne comme France Télévisions à ces nouveaux phénomènes? Elle commence à s'adapter, à se rendre compte qu'il faut aller vite. C'est un peu le même processus que la presse écrite. Elle se retrouve avec
avec des salariés qui ne sont pas formés pour le numérique. Et je pense que l'avenir, c'est effectivement de proposer au maximum de personnes une plateforme comme il y a Netflix qui avait beaucoup d'avance. Mais je me souviens, j'avais parlé de Netflix avant qu'il arrive en France et tout le monde avait dit oui, enfin on va voir, c'est payant. Mais ils n'avaient pas, déjà à cette époque-là, ils auraient dû voir la révolution qui allait arriver chez nous. Ce qui n'a pas été le cas, même de Canal+, qui avait déjà une offre à la demande. Donc l'avenir, c'est effectivement une plateforme France Télévisions en plus qui est très riche parce qu'il y a des documentaires, il n'y a pas que des films. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une grosse partie du budget qui est consacrée à la production de documentaires et de films, puisque après le programme de flux, comme on est dans une immédiateté, est-ce qu'on va aller sur son smartphone pour regarder une émission? Voilà, la question se pose sur l'avenir des émissions à proprement parler, des talk-shows. Ça va forcément changer la donne. Alors, vous êtes depuis 18 ans, vous êtes une lanceuse d'alerte en matière de start-up. Comme ça, dans votre mémoire, quelques start-up qui ont révolutionné le monde de la communication que vous avez découvert au début? Ça va vous paraître énorme, mais c'est déjà Facebook. Moi, je me souviens, j'ai parlé de Facebook. Il y avait, tout le monde m'a ri au nez en me disant mais c'est quoi ce réseau? Mais on s'en fout totalement. William Lémergie m'a dit c'est quoi? Tu nous ennuies avec ton Facebook. Il se moquait de moi à l'époque. Aujourd'hui, quand on voit ce que c'est devenu, mais ce qui est fou, c'est la rapidité c'est la rapidité à laquelle on change d'usage. C'est-à-dire que Facebook, il y a 5 ans, les marques étaient sur Facebook, il fallait avoir le plus de likes possible. On disait, ma page, il y a 1 million, 2 millions. Les marques achetaient beaucoup de likes. Et puis, il y a eu les youtubeurs qui sont toujours là. Hein, Facebook est toujours là. Et puis maintenant, c'est Instagram. Les influenceurs, les influenceuses, on est confrontés à ça. Et je pense que comme il y a de nombreux étudiants dans la salle, ils savent de quoi je parle. Et on s'aperçoit là aussi, on commence à s'apercevoir que chez ces influenceurs qu'on aime tant, eh bien, il y a des faux likes, il y a des faux commentaires, parce que ça s'achète aussi des commentaires. Et donc on dit, maintenant on veut des plus petits, des micro-influenceurs. Donc pour les marques, c'est une obligation de s'adapter sans cesse, tout le temps devoir se dire, bon, voilà, maintenant c'est les influenceurs, mais demain c'est vraiment dans 2 heures, ça sera autre chose. Donc toujours veiller à avoir le bon moyen de communiquer. Et j'en parlais tout à l'heure avec Marie Tribou, il y a un phénomène quand même exceptionnel, c'est que parmi ces influenceurs, on parlait d'intelligence artificielle. On a créé des faux influenceurs. Il y a des sociétés de design, je donne un exemple, c'est Lil Miquela, elle a 1,3 million ou 1,5 million de personnes qui la suivent, et aujourd'hui les marques paye pour que cette fausse personne qui a été créée de toutes pièces, qui est en 3 dimensions, porte ses vêtements, utilise ses appareils de nouvelles technologies, ou quand on est une association, fasse porter un message. Donc voilà, ça laisse quand même à réfléchir. Et moi, je trouve que c'est bien les influenceurs, mais voilà, il faut relativiser un petit peu aussi. Dose homéopathique. L'Intran, là, une place royale pour vous, parce que finalement, on parle des startups. Maintenant, vous avez dépassé ce stade-là. Vous n'avez pas le poids de l'histoire, comme on l'a expliqué avec la presse écrite et la Poste. C'est plus facile de créer en partant d'une feuille blanche ou de faire perdurer le succès tel que vous le faites aujourd'hui? Alors, ça va être difficile de répondre à la question de façon tranchée, mais j'imagine que chaque situation a ses avantages et ses difficultés. C'est vrai qu'en ce qui nous concerne, donc ça fait 7 ans que Divacor existe, 7 ans qu'on opère sur un marché qui est ultra concurrentiel, celui de l'audio. Pour vous citer nos concurrents principaux, je parlerai de Sony, d'Apple, JBL ou Beats, voilà, parmi les plus importants. Maintenant, l'idée, c'est de prendre des risques et d'oser. Et c'est vrai que quand on a créé la marque en 2011 avec 2 copains, on a osé croire en nos ambitions et surtout prendre des risques d'aller jusqu'au bout. Et on construit encore tous les jours la marque. Et ça avance relativement bien, oui. Alors, une fois que vous aviez créé la marque, le produit, la technicité, on le rappelle, la qualité au meilleur prix, mais là, c'est pour de bon. Hein, c'est pas une fake news, c'est vraiment la qualité au meilleur prix. C'est la communication qui vous a permis d'enlever le marché, d'enlever le morceau et de vous retrouver positionné là où vous êtes.
En effet, la communication nous a beaucoup aidés. En ce qui nous concerne, on est à l'origine des passionnés de musique. Je pense que je ne suis pas la seule ici, mais outre cette passion pour la musique, on a la chance d'être nés... d'être des Xennials, vous savez, la génération coincée entre les X et les Y. Donc nous ne sommes pas nés dans le digital, mais on a grandi avec le high-tech et les nouvelles technologies. Et c'est vrai que on est des passionnés aussi de high-tech et de progrès. Et en ce qui concerne Divacor, la marque est, elle, une marque digitale. Nous sommes nés sur le digital parce qu'on a cru aussi en notre possibilité de prendre une voix sur Internet, et ce qui est possible finalement pour chacun d'entre nous, que ce soit par notre site Internet, Facebook ou chacun de nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on occupe l'espace digital tout comme Sony peut le faire ou comme Beats peuvent le faire. Simplement, c'est vrai qu'en termes de scoring, on a un poids qui est un petit peu plus léger pour le moment, mais qui grossit encore avec les années. Et sans cela, Divacor n'aurait pas pu exister aussi bien. Depuis la marque digitale, on a eu la possibilité justement d'étendre notre communication à des stratégies à 360 degrés avec de l'insertion publicitaire, de l'affichage et d'autres supports médias qui nécessitent d'autres moyens que le digital. Une stratégie à 360 degrés est indispensable. Maintenant, il est certain que la partie digitale nous a énormément aidé à nous faire connaître. Philippe Carli, pour vous, la difficulté, c'est le grand écart entre l'acquis, la culture, et aujourd'hui avoir un mental de start-up pour mettre en place le digital first dans les journaux? Alors, en fait, la révolution et la mutation des métiers, c'est avant tout une très grande opportunité. La difficulté, elle est d'amener les collaborateurs à vivre cette transformation comme une opportunité. Moi, je suis arrivé dans le groupe il y a 18 mois. On a lancé une vraie révolution. Je pense, Christian, tu la connais. Donc, et on travaille tout en même temps. C'est-à-dire, on adapte nos organisations, nos coûts d'une manière excessivement rapide. En même temps, on développe une offre 360 degrés sur le papier, le digital et sur l'événementiel. Et puis au-delà, le changement de culture, c'est accepter que nos métiers vont être remis en cause tous les 6 mois. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est juste, ça a un impact, mais je sais que demain, il va falloir faire autre chose. Et pour amener le sujet sur l'intelligence artificielle, on n'a pas encore démarré une once de réflexion sur l'intelligence artificielle qui est utilisée aujourd'hui par la presse dans le monde pour regarder quelles sont les tendances et découvrir les informations en avance. Je ne sais pas si vous aviez vu cette expérience de Reuters qui utilise depuis longtemps l'intelligence artificielle et qui a su détecter et annoncer un attentat de Bruxelles avant tout le monde, parce que rien que d'analyser les tweets dans la journée, ils étaient capables, en analysant 2% des tweets, d'à peu près déterminer 70% des informations importantes. Donc on le trouve sur la production de contenu, mais aussi dans un contexte de fake news, on va avoir des systèmes qui permettent d'aller faire de la curation et vérifier que ce qui est dit est relatif à de l'information juste. Et donc, vous sentez bien que rien que de démarrer ce genre de discussion avec des journalistes, et je ne parle même pas de leurs représentants syndicaux, c'est quand même un joli challenge. Laura, on parlait des fake news il y a quelques instants, et vous me disiez à voix basse qu'il y a un quotidien qui a ressuscité grâce au digital, mais en étant très rigoureux sur le filtre de l'information. Mais oui, parce on parlait de l'adaptabilité qu'on doit avoir, et je pensais à Libération, donc qui a un titre de presse écrite et qui a créé un outil très utile, et surtout pour tous les étudiants qui sont là aujourd'hui, mais pour tout le monde, un détecteur de fake news, mais pas uniquement. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez poster et demander si c'est une fake news, mais aussi poser des questions. J'ai vu cette information circuler, ça correspond à quoi? Et on vous répond. Et je pense que l'AFP a fait aussi un outil anti-fake news, que voilà, c'est une belle initiative qui donne une seconde vie à une presse écrite, effectivement, pour ce qui est juste du papier qui est aujourd'hui un peu marginalisé.
Bien, du côté marketing 360 degrés, du côté de la Poste, s'adapter aux nouvelles générations, ça veut dire quoi pour vous? Alors, le digital, il irrigue en fait aujourd'hui toute l'entreprise. Maintenant, sur la partie marketing, il faut être vigilant sur la réalité économique des faits. Et je citerai notamment une étude américaine qui a quelques mois, qui montrait que sur 100 euros investis, enfin 100 dollars, pardon, investis par un annonceur aux États-Unis en publicité digitale, il n'y en avait que 40 qui arrivaient chez l'éditeur. Et entre les deux, il y a un empilement de technologies, d'intelligence artificielle, très bien. Et au bout du bout, on dit on a envoyé le bon message à la bonne personne. Mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre trop d'argent pour une valeur au bout qui n'a pas forcément de sens, et surtout quand on pense aux éditeurs qui, eux, ont des contenus à payer et à monétiser. Et donc, on a racheté un certain nombre de sociétés technologiques, une société à Grenoble qui s'appelle Probayes, qui fait de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que pour l'instant, on l'a plutôt mandaté sur l'aspect industriel de la Poste, et notamment l'acheminement des lettres, des colis, qui sont un vrai enjeu de société, avant la partie publicitaire. On a un certain nombre de sociétés digitales aussi qui ont été acquises, et c'est vrai que, compte tenu de l'avancée des nouvelles technos, j'avoue que ça va plus vite de faire des acquisitions plutôt que faire de la croissance organique. Après, le tout, c'est de réussir à une bonne intégration. Donc, à la fois garder l'esprit start-up pour continuer à innover dans une grande maison. Hein. La Poste, c'est 253 000 personnes. Mais tout en créant des synergies. Et c'est vrai que l'enjeu, il n'est pas évident. Mais aujourd'hui, le digital fait partie des offres que l'on porte, y compris d'ailleurs parfois avec des partenaires, parce qu'on a aussi une force de frappe sur le terrain. On a 2000 commerciaux partout en France. Et c'est vrai qu'on est aussi un vrai atout pour des sociétés qui n'ont pas la possibilité d'aller en territoire. Bien, alors, le temps passe à la vitesse de la lumière, on l'a déjà dit ce matin, on passerait des heures à discuter de digital. Alors, comme on est dans la période, on rentre dans la période des vœux, je vais vous demander à chacun peut-être d'émettre votre vœu pour les mois, les semaines et l'année 2019 en matière de technologie. Laura, qu'est-ce qui pourrait se passer de merveilleux du côté du digital, du côté du numérique ou du côté d'ailleurs ? Une meilleure utilisation. Pour moi, c'est vraiment une meilleure utilisation et je pense aux réseaux sociaux où on le voit depuis 48 heures, les théories de complot dont on a parlé en introduction. Et voilà, c'est de donner peut-être un peu moins de valeur à certaines choses qui n'en ont pas ou qui en ont peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je trouve qu'aujourd'hui, même pour la jeune génération, c'est compliqué de se positionner. Je pense aux adolescentes qui ont des images parfois un peu faussées de ce que doit représenter une femme dans la société, ou même pour les garçons. Je trouve qu'il y a trop de pression pour cette jeune génération via les réseaux sociaux, et donc peut-être un peu plus de douceur et un peu plus de recul. Monsieur Trousset, du côté de la Poste. Ça va être simple, c'est le respect de la vie privée. Je pense que c'est fondamental. Philippe Carly. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel. Le métier de journalisme, c'est pas uniquement faire de la vidéo, des photos ou communiquer sur les réseaux sociaux. C'est investiguer, c'est analyser, c'est vérifier, et ensuite la porter sur la forme la plus agréable aux uns et aux autres, en participant à informer l'ensemble des citoyens pour prendre les bonnes décisions. Et donc je souhaite que 2019 soit une année où, sur la base de bonnes informations, les uns et les autres prennent les décisions et travaillent ensemble à construire la France et son image, qui en ce moment souffre beaucoup, je trouve. Lintran, peut-être des vœux sous forme d'un scoop. Il y a du nouveau qui se pointe du côté de Divacor. Alors, il y a du nouveau, effectivement, du côté de Divacor, mais j'en parlerai juste après. En ce qui me concerne, je ferai un vœu de meilleure éducation. On est dans des générations qui se croisent, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. La génération actuelle ou de nos anciens, c'était une génération qui apprenait aux plus jeunes les choses. C'était les parents qui montraient aux enfants comment on fait. Les générations qui en arrivent sont des
des générations nouvelles, hein, que ce soit les digital natives ou les générations Z qui sont la génération, vous êtes la génération des how-to. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vous qui apprenez aux anciens comment certaines choses fonctionnent. Donc moi, mon vœu, ce serait qu'il y ait une éducation intelligente qui se fasse entre effectivement les générations actuelles qui maîtrisent certaines choses, mais qui manquent parfois aussi d'autres choses que les anciennes générations possèdent. Donc oui, une meilleure éducation. Et le scoop recoupé? Alors le scoop d'Ivacor, effectivement, on a reçu pour la 3e fois un prix de meilleur produit audio par 01net, donc que vous devez connaître, une presse spécialisée en produits high-tech. Donc 01net a remis le prix du meilleur produit audio à nos derniers écouteurs Nomad Plus. Donc au monde. Alors par rapport à toutes les marques au monde, tout à fait. Testé par rapport à d'autres produits. Donc les meilleurs produits audio 2018, ça fait 3 années qu'on a ce prix-là. Donc oui, on est plutôt fiers. En partant de Metz. Exactement. Voilà. Thierry, pour conclure, le consommateur et en même temps le politique et puis l'homme tout court qui a entendu ce qu'il vient d'entendre et qui peut être à la fois passionné, effrayé par l'évolution des choses. Alors, le consommateur, paradoxalement, il aime bien ce qui se passe parce que moi, je gagne énormément de temps puisque sur mon smartphone, j'ai plus que des pubs de trucs qui me concernent. Hein, donc, je suis bien identifié sur le web. Donc, on essaie de me vendre que des trucs que je suis susceptible d'acheter. Alors, quand je dis ça à ma mère, elle panique. Elle dit « Mais tu te rends compte ? Oui, mais moi, ça me va bien. » Bon. Par contre, là où j'ai une petite crainte, c'est que j'émets un doute sur la qualité de l'esprit critique des générations qui nous suivent. Et si je devais formuler un vœu, puisque tu évoquais des vœux, eh bien, si quelqu'un pouvait développer une application qui nous permette de redécouvrir Descartes, de redécouvrir Spinoza, alors c'est super ringard ce que je dis là, j'en suis parfaitement conscient, mais pourtant, la culture, c'est quelque chose qui s'est construit sur très longtemps. Et effectivement, tu as tout à fait raison, Laura, aujourd'hui, il faut aller très très vite. Ah ben évidemment qu'on a oublié Descartes, puisqu'on a même oublié que... Enfin, Laurent Wauquiez a même oublié qu'il avait porté un gilet jaune. Donc, à partir du moment... c'est de la manolette, c'est pas pareil. C'est pas moi qui l'ai dit. À partir du moment où on est capable d'oublier des infos en 12 heures, ou même en moins que ça, ben évidemment, on perd un petit peu de cette accumulation qui a fait ce que nous sommes hein, dans nos cultures, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur origine. C'est ça qui nous a construits. Et cette construction, je crois qu'elle requiert du temps. Et ce temps-là, on l'a pu forcément. Alors maintenant, le politique est toujours en retard sur les gens du marketing. Et le marketing politique, c'est toujours une forme dégradée du marketing de grande consommation. Donc, bien évidemment, les politiques suivent. D'ailleurs, je vous invite à les suivre sur Facebook. Hein. Il y en a qui vous disent, tous les matins, ils vous disent qu'ils vont travailler. Tous les soirs, ils vous disent qu'ils ont travaillé. C'est intéressant. Et puis derrière, vous avez tout un tas de commentaires de gens qui disent « Ah, c'est extraordinaire ce que tu fais », de gens qui disent « Ah, vous êtes nuls », de gens qui les insultent. Finalement, ça ressemble beaucoup aux réunions qu'on tenait au fond des bistrots, hein, quand on faisait des réunions politiques dans les années 70 ou 80. Bon, donc on n'a pas inventé grand-chose là-dessus. Par contre, il y a, et ça je crois qu'il faudrait qu'on travaille beaucoup plus, si vous voulez, toutes les grandes marques savent pertinemment comment elles sont vues. Hein. Ferrero sait très exactement le préjudice que porte l'huile de palme au Nutella, parce qu'ils suivent en temps réel des échantillons de gens. Hein, et quand vous êtes, je m'adresse plutôt aux jeunes, parce que les plus anciens, on ne parle pas souvent de Nutella sur Instagram, mais si quelqu'un dit, moi, je mange plus de Nutella parce qu'il y a de l'huile de palme et que ça fait disparaître les gorilles, ça va provoquer des réactions, et il y a des échantillons, tout ça c'est parfaitement bien analysé. Alors, pourquoi est-ce que les services marketing des grands de la grande consommation, hein, c'est plus vrai en B2C qu'en B2B, mais les grands de la grande consommation, ils savent absolument tout. Ils identifient les signaux faibles. Pourquoi nous, élus, on n'est pas capable de voir qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui décident, une fin novembre, de s'installer dans les ronds-points, d'aller taguer l'Arc de Triomphe, de
de péter un câble, pour parler clair, et on n'a pas su utiliser ces signaux faibles. Donc, ce n'est pas les outils que je remets en cause, c'est peut-être l'ignorance qu'on en a et la manière dont on ne les utilise pas. Mesdames, Messieurs, merci infiniment pour cette première partie de la thématique communication et marketing. Donc je vais appeler les trois merveilleux invités qui sont les nôtres aujourd'hui à Metz, deux Parisiens plutôt, même s'ils sont mondiaux, et un local. Donc Lucille Desjonquières, qui se présentera elle-même, donc je ne vais pas la présenter, qui sera la première intervenante à la table ronde. Honneur aux anciens, aux moins jeunes, Dominique Scalia, s'il le veut bien, un grand professionnel de la presse, tout le monde le sait, des médias en tout cas, et Xavier Lefebvre qui est très discret, très efficace toujours, et qui jouera le rôle du troisième, non pas homme, mais troisième personnage. Alors, la chance que l'on a, c'est qu'on a eu une table ronde exceptionnelle juste avant, et donc elle va se poursuivre ainsi. Et comme on a tous des TGV, je ne parlais pas pour moi, mais pour certains Parisiens qui nous font l'honneur d'être là, et d'avoir en tête que la région et les territoires sont importants, j'en suis d'ailleurs très fier, donc c'est plutôt un message à ton attention, Lucille, et toi, Dominique. Donc moi, aujourd'hui, je vais jouer le rôle, très simplement, non pas de KPMG, même si j'en suis le patron de l'innovation au plan national, je vais jouer un rôle simplement d'animateur, sans point de vue. Je vais essayer d'être aussi neutre que possible. Et le thème, évidemment, qu'on nous a donné et qu'on a travaillé ensemble dans la poursuite des cas d'usage précédents, c'est la communication marketing, en rappelant simplement, mais c'est Dominique qui ouvrira le bal, j'allais dire, la communication, le marketing, c'est avant tout pour faire du business. Enfin, c'est pas nouveau. Le marketing s'est inventé dans les années 70, il se digitalise très bien, la communication aussi très bien. On a eu des professionnels qui nous en ont très bien parlé. Mais premier point, peut-être, pour commencer ce débat sur la communication et le marketing, Dominique Scalia, te présenter en une phrase, et surtout, si c'est possible, parce que je sais que ton talent est tellement grand, surtout derrière, enchaîner peut-être sur ta vision des grands enjeux, parce que tu les travailles tous les jours depuis maintenant des années, même si tu es tout jeune encore. Merci Michel, bonjour à vous tous. Tout d'abord, je vais dire « Oser le Grand Est ». Parce que j'ai le plaisir de fédérer, d'être président fondateur de l'Observatoire comme média, qui fédère les acteurs de la communication en France. Et c'est grâce à Marie et à Michel qui m'a dit « Tu ne vas pas rester parisien toute ta vie, il faut que tu oses les régions et les territoires ». Alors, oui, aujourd'hui, nous osons le Grand Est. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, la communication, c'est un marché important. C'est 34 milliards en France, on ne le sait pas assez. C'est aujourd'hui le troisième contributeur au PIB national, on ne le sait toujours pas. Et aujourd'hui, c'est 42 000 entreprises qui la constituent. Et une particularité, on n'est pas dans la règle des 80-20, mais des 60-40. 60% des moyens marketing comme les 34 milliards dont je vous parle sont aujourd'hui, donc effectivement, concentrés sur Paris-Île-de-France. Le reste sur les territoires. Le monde de la communication est un monde des territoires, est un monde du local, du régional, du départemental, du national et de l'international. Alors, moi je suis dans le Grand Est aujourd'hui et je suis fier d'y être. C'est quoi le Grand Est? Le Grand Est aujourd'hui, c'est 1,5 milliard dans le monde de la communication. C'est 2000 entreprises, c'est 9000 emplois. J'ai vu beaucoup de jeunes tout à l'heure, j'en étais ravi. J'ai trouvé que cette initiative formidable. Nous devons donner l'envie à cette jeunesse de rejoindre la communication. Nous étions, le monde de la communication attirait tous les jeunes. Aujourd'hui, tout le monde s'en écarte. Alors que s'est-il passé pour parler de demain? Le président de région rappelait deux choses, l'économie, l'innovation. Eh bien, nous, à l'Observatoire, c'est les deux sujets qui nous ont motivés depuis 10 ans. Alors, pourquoi ça nous a motivés? Parce que, d'abord, une inquiétude profonde. Il faut savoir le dire. Moi, je ne suis pas la langue de bois. On n'ose pas trop le dire. Mais aujourd'hui, le monde de la communication est pris dans un étau terrible. À la fois, les GAFA, on n'en parle pas. C'est eux qui, aujourd'hui, est en train de dominer le monde. Le président de région en faisait état tout à l'heure, à juste titre. Attention, attention. Deuxième acteur important, excuse-moi pour toi Michel, les grands cabinets conseils, Accenture est le troisième groupe de communication mondial. Et le troisième, ce sont les startups.
Et aujourd'hui, le monde de la communication, le monde des agences, le monde des médias, le monde de l'événementiel, le monde de la filière industrielle, aujourd'hui, il est dans cet étau. Et on doit lui donner espoir. On doit lui donner les moyens de se réinventer. Et nous avons une conviction profonde, et ça je sais que nous la partageons Michel, c'est l'innovation qui permettra aux acteurs de la filière de retrouver le souffle qu'ils méritent et d'être en mesure de rivaliser par rapport à les plus grands acteurs. On a une innovation ce matin remarquable dans le monde de la santé. C'est français, c'est français. On a les plus beaux ingénieurs, on a les plus beaux talents, on crée la station F et on se laisse dominer. Non, je crois qu'il y a un vrai sujet. C'est un sujet, et là je vais le renvoyer au cabinet de conseil, donner les moyens, aider à donner les moyens aux entreprises françaises, aux TPE, aux PME, aux start-up, pour qu'elles puissent lever les fonds suffisants, pour qu'elles restent en France et qu'elles aillent à l'international, mais pour autant que nous devenions des leaders. J'ai suivi l'affaire Quant, je suis à peu près toutes les belles affaires qui auraient dû devenir des leaders mondiaux, nous ne sommes pas devenus. Donc je crois qu'il y a un vrai message. Et vous, les jeunes qui étiez ici présents, vous êtes les entrepreneurs de demain, sinon d'aujourd'hui. Vous porterez des start-up. Battez-vous pour votre territoire, battez-vous pour votre région, battez-vous pour votre pays et soyons représentatifs. Voilà, moi c'est le mot d'ordre que j'ai envie. Et si je viens dans le Grand Est, c'est pour insuffler, d'abord, savoir de quoi on parle, l'économie, les chiffres. 2, avoir des relations loyales et équitables. C'est ce que nous faisons avec le médiateur qui était présent ce matin. 3, l'innovation. Nous devons fédérer tous les acteurs de l'innovation en France et les faire valoir à l'international. Et 4, l'emploi. L'emploi est l'enjeu stratégique qui reposera, quoi qu'il advienne, sur les talents. Et nous sommes bourrés de talents. Voilà, Michel, ce que j'ai à dire. Rien. Écoute, toujours avec la même passion que je te connais. Et je pense que le public apprécie à juste titre. Je crois qu'effectivement, alors j'avais dit que je resterais dans un rôle très neutre. Je ne suis pas consultant aujourd'hui, je suis juste animateur. Je suis le lord de Metz ce soir, en tout cas dans cette conférence. En tout cas, j'ai retenu, Dominique, ton propos très clair et très, très passionné. C'est un enjeu majeur, évidemment, en termes d'emploi, la communication et le marketing. 2, tu n'as pas oublié de dire que, évidemment, on parle de marque, d'autorité, etc., etc. Tout ça, ça inonde tous les secteurs d'activité mondialement. 3, le risque, on le voit bien, les GAFA, et n'oublions pas les BATX, ils sont là, bien présents. Et puis après, tu l'as dit, emploi et puis transformation aussi interne. Tout à l'heure, d'ailleurs, je crois qu'Éric en parlait, enfin, les différentes intervenants en ont parlé. Donc, j'aurais aimé maintenant avoir, après qu'elle se soit présentée, bien sûr, Lucille, parce que moi, j'ai la chance de la connaître, cette femme rare et précieuse, peut-être juste... nous dire, toi, non pas d'amener une patte féminine, parce que ce n'est pas du tout la question, mais concrètement, je sais que tu as des centres d'intérêt très forts dans l'emploi, l'économie, à travers le monde du marketing et de la communication. Tu as un attachement tout particulier, un travail très fort sur les gouvernances et la gouvernance notamment d'entreprise, en particulier dans les mid-cap ou dans les ETI et PME. Alors, je ne sais pas, je vais te laisser librement porter et rebondir sur le propos de Dominique en te présentant d'abord de quelques mots et puis nous dire ton point de vue. Merci Michel pour cette présentation. Donc effectivement, je m'appelle Lucille Desjoncker, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette associative où je suis présidente d'un réseau de femmes qui s'appelle International Women's Forum, qui est un réseau international qui fédère 7000 femmes dans le monde. Et ces 7000 femmes œuvrent pour la cause des femmes. Et en France, notre sujet, ça va être la présence des femmes dans les COMEX et les conseils d'administration où elles sont trop peu visibles. Et ma deuxième casquette est une casquette d'entrepreneur où je suis chasseur de tête. Et bien évidemment, j'ai développé, compte tenu de mes convictions et de mon amour des femmes, parce qu'il est réel, je trouve que les femmes sont absolument exceptionnelles, j'ai créé un département de parité, de gouvernance au féminin et de formation pour aider les entreprises à faire monter en interne des femmes dans les COMEX et des évaluations de conseils d'administration très qualitatives. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a eu la loi Copé-Zimmermann. Je pense que tout le monde dans la salle connaît... On est bien au courant, puisqu'elle vient de Grand Est. Vous connaissez Marie-Jo Zimmermann, qui a donc initié une loi en 2011. Et cette loi avait pour vocation d'obliger les entreprises cotées à avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration
et les non cotés qui ont 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 salariés à agir de même. Ces 500 salariés seront d'ailleurs amenés à 250 en 2020. Où en sommes-nous aujourd'hui sur une loi qui a été donc, je vous l'ai dit, initiée en 2011 et appliquée en 2017? Eh bien, nous sommes très loin du compte, parce qu'il y a un vrai frein à permettre aux femmes d'atteindre le sommet des entreprises. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Vous avez raison, ils sont importants. Le SBF 120, donc on parle de 120 grosses entreprises, sont effectivement aux 40%. Et en ce sens, on félicite Marie-Jo pour l'application de sa loi utile et nécessaire. Au-delà du SBF, si on prend toutes les sociétés cotées qu'on doit environ évaluer à 700 et on enlève Alternext, qui sont au nombre de 180 parce qu'elles sont considérées comme trop petites, eh bien, j'ai envie de vous dire, point de salut. On est bien loin des 40%. Et maintenant, si on parle des ETI non cotés, je vous dirais simplement que les ETI sont à 80% en SAS, Société Action Simplifiée, et donc exclus de la loi. Et on sait que des SA se sont transformés en SAS pour ne pas avoir à recruter de femmes. Donc aujourd'hui, Michel, j'ai envie non pas de pousser un cri de colère, loin de moi, parce que je prône la mixité. Ça ne te ressemblerait point. Non, je prône la mixité et la performance apportée par la mixité et l'enrichissement de pensées collectives. Les hommes ont une pensée, les femmes en ont une autre, et c'est cette addition qui font que les sociétés qui sont dans la parité sont en pleine croissance. Donc il faut conscientiser qu'on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de quotas, on a juste besoin de bon sens et d'intelligence pour que les entreprises et les dirigeants des entreprises appliquent cette règle. Et le constat que tu as effectué était aussi vrai dans la filière communication marketing. Il est le même, les règles à peu près à quelques pourcents près, c'est pareil, ou ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'on est dans la même logique quand on parle de cette place des femmes dans les gouvernances au sens large? Vous voulez répondre? Oui, je vais répondre. Je suis désolé, mais c'est pire. Ah, c'est pire. C'est pire. C'est la modernité, donc. Là, c'est une blague. Hein, genre. Non, je le dis parce que c'est une réalité. J'adore le monde de la communication, mais les chiffres donnent la vérité, c'est l'objectivité. Dans le monde de la communication, la représentativité des femmes, moi je travaille beaucoup avec des réseaux féminins, tu le sais, hein, on n'anime pas beaucoup d'événements autour, et j'espère vous avoir très vite près de moi, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un taux de représentativité. D'abord, on est davantage des TPE, PME, ETI et quelques grands groupes dans le monde de la communication. 42 000 entreprises, mais c'est 90% de TPE. Donc, vous comprenez, je crois que c'est une réalité. Et nous avons une difficulté énorme. Je le vois à l'Observatoire Comédia, tu en es témoin, Michel. Lorsque nous montons des tables rondes, nous faisons fréquemment beaucoup d'événements, et on en fera beaucoup bientôt dans le Grand Est, eh bien, on se bagarre pour avoir effectivement cette égalité, parce que ça nous paraît nécessaire. Mais c'est très compliqué. C'est pas seulement compliqué parce qu'on ne veut pas les mettre en valeur, mais parfois elles-mêmes ont du mal à dire « oui, mais moi, je ne suis pas expert ». Alors que n'importe quel mec, il est expert de tout. Non, mais il y a effectivement une éducation à faire au niveau des femmes. Et s'il y a des étudiantes, je crois, dans cette salle aujourd'hui, surtout... Il y a pas mal, là, tout au fond, on voit. Ayez de l'audace, ne soyez pas dans les stéréotypes, n'ayez pas ce complexe de l'imposteur qui habite chaque femme de ma génération, et allez-y, faites comme les hommes, allez-y, osez aller vers les plus hauts sommets. Alors maintenant, Michel, merci de m'avoir invité aujourd'hui, parce que moi, la Parisienne, je rencontre énormément d'entreprises parisiennes, mais il est exact que les régions regorge d'ETI et de PME, et que le message que je souhaite leur faire passer aujourd'hui, mais grosse, petite ou moyenne, c'est appliquer la mixité. Vous en serez vraiment gagnant, vous le verrez. Le président de région disait tout à l'heure qu'on était leader dans le numérique, où on allait l'être, où on était exemplaire. Je pense qu'on doit l'être dans ce domaine aussi. Moi, tu sais à quel point je suis très concerné par cette région, parce que comme toi, je travaille à Paris, où je n'y vis pas, et je suis encore nancéen ou lorrain, de naissance et de vie. Donc tu sais à quel point la région Grand Est me touche. Et donc évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à travers ce thème communication marketing? Un enjeu mondial,
des concurrents qui sont autour de la planète, on le voit bien, hein, il y en a une dizaine, hein, GAFAM, BATX. Nous, on a plein de choses à raconter. Une économie qui pèse très lourd, hein, 34 milliards, c'est quand même pas rien. On voit que la place des femmes doit y prendre encore plus de place. Il y a le rôle de la tech, on va y revenir tout à l'heure, mais là, tu vas déjà, toi, nous éclairer, Xavier, est-ce que toi, finalement, tu es national, tu viens d'ici, tu es une boîte tech, on va dire start-up, mais moi, je préfère dire entreprise de technologie, puisque start-up, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, j'en ai créé une première il y a 25 ans maintenant, donc, mais bon, je comprends bien le mot entreprise de croissance technologique. Xavier. Merci Michel. Bonjour à tous. Le sujet du marketing, en réalité, indépendamment de son poids économique, de la place des femmes dedans, etc., c'est un sujet qui nous concerne tous, puisqu'en réalité, n'importe quelle activité B2C va axer sa politique marketing, ses moyens de communication, etc., sur la connaissance de ses clients. Et aujourd'hui, donc moi je suis le fondateur de Fair & Smart. Qu'est-ce que nous faisons? Nous développons des solutions de gestion éthique des données personnelles à destination des particuliers et des entreprises. Et le message que je voudrais porter aujourd'hui, c'est celui de la gouvernance des données. On interpelle régulièrement les entreprises sur leurs responsabilités sociales et environnementales. Moi, je les interpelle régulièrement sur leurs responsabilités digitales. Que faites-vous des données de vos clients ou de vos salariés? Comment les exploitez-vous? Bonne nouvelle, un nouveau cadre réglementaire européen, le RGPD, introduit un certain nombre d'obligations et notamment sacralise un principe de transparence. Il est entré en vigueur en mai de cette année et la bonne nouvelle, c'est que nous tous ici pouvons aujourd'hui savoir quelle entreprise possède quelles données sur nous ou sur nos enfants, le cas échéant, et surtout, qu'est-ce qu'elle en fait et pourquoi elle fait ces traitements, qu'ils soient automatisés ou non. Mon message auprès de ces entreprises, c'est de leur dire qu'une communication efficace ne peut pas se faire dans le dos du client, ne peut pas se faire sans le respecter, ne peut pas se faire sans tout simplement son assentiment et son écoute. Alors bien sûr, les scandales à répétition qu'on a connus via Facebook, Cambridge Analytica, etc., ont développé quelque part une anxiété autour du sujet des données personnelles. Mon souhait aujourd'hui, et ce sur quoi on travaille chez Fair & Smart, c'est à faire naître des belles histoires. Faire enfin naître des mesures de l'efficacité d'un traitement éthique des données personnelles. On est en train, avec plusieurs grandes entreprises, de poursuivre sur cette voie de la transparence totale et de mesurer la satisfaction du client qui en découle, ou de l'usager, ou du patient, puisque évidemment ça s'applique à tous les secteurs d'activité. Et les premiers résultats sont incroyables. On gagne des taux d'engagement et de satisfaction auxquels personne ne s'attendait. Donc la transparence dans l'utilisation des données personnelles et donc dans les stratégies de communication et de marketing vont devenir, on l'espère, en tout cas c'est ma conviction, un facteur d'efficacité déterminant dans les années qui viennent. Tu voulais réagir, Dominique? Oui, je veux réagir. D'abord, il faut que vous veniez absolument sur notre plateforme innovation. Ça, c'est une certitude. Comme média. Mais comme média. Bien, on voulait rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai participé à une conférence pour un grand groupe de la téléphonie. Et effectivement, j'avais une start-up avec moi qui s'appelle Skip, peut-être la connais-tu, qui elle-même screen ce qu'on fait de tes données. Je me suis amusé, face à un public important qui était présent en conférence, de dire, écoutez, venez avec vos outils, là, et on va voir ce qu'on a fait de vos données. Personne n'a voulu venir à la tribune. Les plus jeunes sont venus et nous ont dit, on y va. J'avais des jeunes collaborateurs de cette belle maison qui est venu, il m'a dit, on y va. Et on a screené. Et le premier a dit, mais c'est pas vrai, j'utilise pas... Non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Je crois que ça renvoie à un sujet qui est l'éducation. Il faut que l'on montre aux jeunes, aux gamins, aux enfants. Moi, je fais avec mes enfants, mes petits-enfants. Montrer ce que l'on fait de vos données. Et cette application, et la tienne doit être tout aussi remarquable, eh bien, quand ils le regardent, moi j'ai fait l'expérience. J'étais dans une école où j'ai rencontré des gamins.
J'aurais dit, tiens, file-moi ton portable, on va s'asseoir, puis on va regarder ce qui se passe. Tu sais ce qu'on fait de ton truc, là? Oh, mais tu te m'emmerdes, un vieux con. Ouais, peut-être, mais regarde. Quand ils découvrent où va leur donner, tout d'un coup, ils commencent à être interpellés. Vous savez que chez les gamins, ils sont exploités entre 50, 60, 80, 100 cas sur des usages illicites. Donc en tout cas, on voit bien que la question, enfin, j'imagine, c'est pas nouveau pour toi, hein, est une question, cette transparence, cette portabilité et la réglementation va dans le bon sens, semble-t-il. En tout cas, hein, moi, je ne me permettrai pas d'apprécier encore une fois. Donc ça, c'est un message important. On a vu les messages économiques qui sont importants, gouvernance important. Je crois qu'il y a un deuxième message que, non pas toi tu voulais passer, mais que moi, je t'ai amené indirectement peut-être à essayer de donner comme un point de vue là-dessus, parce qu'on voit bien que l'éducation, Dominique en parlait, c'est important, c'est une génération future, ici dans l'innovation responsable pour le futur, oser demain. Hein. Les femmes, on a vu, sont importantes dans cet équilibre sociétal, c'est normal. Les femmes sont un peu éloignées souvent, ou ont l'impression en tout cas de ce monde de l'éducation numérique en tout cas. Tout à l'heure, on aura des spécialistes quasiment mondiaux de cette éducation. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, là-dessus? Parce que le rôle de la gouvernance, tu le joues tous les jours. J'ai bien compris le message. Il faut maintenant approprier, faire en sorte que les ETI s'engagent dans une gouvernance plus mixte, plus paritaire, plus intelligente, plus moderne, donc plus efficace. Et quant aux femmes et la technologie, comment, toi qui es dans cet univers international parisien également, qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? J'ai envie de dire qu'il faut qu'il y ait des femmes derrière les algorithmes. Il faut que les femmes se lancent dans le codage, il faut que les femmes se lancent dans le digital, dans le numérique. Je ne sais pas pourquoi elles sont encore très en infériorité à ce niveau-là. Il doit y avoir des peurs, des freins, et il faut qu'elles se soignent parce qu'on ne pourra pas faire le monde de demain sans elles. Et accessoirement, c'est passionnant. J'ai autour de moi des codeuses qui vont tâcher de les entraîner. Il y a des écoles qui se créent, mais il faut que les femmes les rejoignent. Il faut arrêter d'aller toujours dans les mêmes filières commerciales et marketing et oser aller vers ce digital, ce numérique, qui regroupe du commercial et du marketing accessoirement. D'accord. Alors, comme le temps passe très vite et qu'on s'était tenu à l'horaire, d'ailleurs pour vous, hein, parce que sinon vos TGV vont partir sans vous, ils seront bien tristes. Peut-être une dernière intervention, peut-être un peu de perspective. Hein, je vais te la laisser à toi pour commencer. Tu es le plus jeune d'entre nous. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire en tant que fair and smart? Tu vois, j'ai retenu, hein, Xavier. Merci Michel, merci beaucoup. Alors, ce que je voudrais dire en termes de perspective, c'est oser la transparence sur les données personnelles, c'est fondamental. On a souligné à plusieurs reprises dans les interventions précédentes l'arrivée de l'intelligence artificielle, son usage de plus en plus répandu, etc. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et ce qui va faire de l'intelligence artificielle un succès ou un échec, c'est la manière dont on l'utilise. Si on utilise l'IA pour router des fake news vers la personne dont je vais pouvoir influencer le vote avec cette fake news, alors on a raté. Si par contre on utilise l'intelligence artificielle en toute transparence avec l'individu concerné, pour lui dire qu'on lui apporte un mieux vivre, un meilleur diagnostic de santé ou autre, là on a gagné. Donc comme toujours, rien de nouveau sous le soleil, on peut faire un bon usage ou un mauvais usage des technologies, on peut faire un bon usage ou un mauvais usage des données personnelles maintenant. Il existe des outils pour les grandes entreprises leur permettant de faire un bon usage éthique et transparent des données de leurs clients. Qu'elles s'en servent, Michel a mes coordonnées, le cas échéant, merci. Non, mais ils arriveront à les trouver sans moi, j'imagine. Dominique, toi alors qui es le grand, encore une fois, je ne veux pas donner trop de superlatifs, je sais que je suis objectif quand je le dis. Voilà, toi, ton point de vue, tu travailles dans cette filière marketing-com depuis maintenant quand même quelques années, tu la vois se digitaliser. Exagère pas. Tu accompagnes 300 startups dans ton réseau, dans le monde du marketing et de la com, tu baignes toute la journée, alors qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Un mot d'espoir ou un mot d'énergie? Non, moi je suis convaincu que le marketing et la com, effectivement, reste un merveilleux métier. Je pense qu'il est de plus en plus raisonnable. Je crois qu'il faut qu'on soit bienveillant, il faut qu'on soit attentif. Effectivement, il faut qu'on écoute ce que vous nous dites. On a besoin de femmes à nos côtés. Je ne répéterai pas ce que dit le Dalai Lama là-dessus. Vous le savez comme moi. Répétez-le parce que c'est important. Non, c'est à vous de le répéter.
Alors, le Dalai Lama a dit que le jour où les femmes seront au pouvoir, il y aura beaucoup moins de violence, car les femmes sont faites pour mettre la vie au monde et la respectent profondément. Bah, écoute, moi, j'ai envie de terminer sur ce message-là. C'est beau, merci à vous trois. On va donc, en gros, laisser la place maintenant à un autre thème qui est la finance responsable, autre grand sujet. Je ne quitterai pas la salle sans dire, enfin la salle, au moins ce siège, avant de laisser la place aux professionnels que sont Laura et Christian, en disant, rappelons-nous, parce que j'ai entendu un truc tout à l'heure qui m'a un peu surpris, l'innovation, sans faire le professeur, c'est la transformation de la connaissance mondiale aujourd'hui en valeur économique, on va en parler tout de suite, et sociétale. Et donc, si on n'oublie pas ça, on ne peut pas être inquiété par la technologie parce que l'homme biologique bénéficiera de cette technologie. À vous, bonne journée, et puis merci à nos intervenants. Et on va laisser la place maintenant aux professionnels. Laura, à toi.